L'un des plus grands défis auxquels l'industrie est confrontée est vraiment de rester à l'écart et en avance sur toutes ces attaques et menaces sophistiquées, tout en s'adaptant aux exigences réglementaires uniques. Nous ne protégeons pas seulement les données, nous protégeons la confiance, nous protégeons les revenus et le fonctionnement du casino. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle, il y aura plus de deepfakes, plus de fraudes synthétiques, plus d'attaques automatisées. Nous devons mettre en place des défenses plus intelligentes et testées. Melissa Arskog, vice-présidente mondiale chez Bulletproof, société internationale d'informatique et cybersécurité. La cybersécurité est l'un des plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans le monde entier, car nous utilisons tous des appareils numériques. Comment voyez-vous le rôle de la formation? Du présent et de l'avenir. De la cybersécurité? Je pense que c'est la technologie et l'intelligence artificielle. Personnellement, je ne crois pas qu'elle soit optionnelle. Je pense que tout le monde doit les utiliser. Il est essentiel de ne pas craindre ces outils et de les utiliser car ils peuvent enrichir votre vie. Si vous découvrez encore comment l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies façonneront notre avenir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé des dernières conversations avec les pionniers de l'industrie. Découvrez comment perfectionner ces technologies avec une approche humaine. Ne ratez pas cette opportunité. Rejoignez la communauté et restez informés. Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Denis Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui changent le monde, un monde de plus en plus bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle et par de nombreux autres éléments. Surtout, cette série met en avant les acteurs, ceux qui agissent. Je suis ravi d'accueillir Melissa Arskog, vice-présidente mondiale chez Bulletproof, entreprise spécialisée en informatique et cybersécurité. Bulletproof est membre de la Microsoft Intelligent Security Association, et détient une spécialisation avancée en protection contre les menaces de Microsoft. Melissa est experte en croissance technologique, cybersécurité, conférencière et créatrice de communautés. Elle possède plus de 13 ans d'expérience chez Gaming Laboratories International, un leader mondial dans la fourniture de services de test, de certification et de services professionnels pour l'industrie du jeu. Gaming Laboratories International, présent sur 6 continents, dessert plus de 475 juridictions dans le monde. Avant Gaming Laboratories International, Melissa a été chef de projet en ingénierie et a construit le plus grand pont en béton du monde. Melissa a aussi géré des investissements chez Las Vegas Investments, une société immobilière commerciale et industrielle avec un portefeuille de plus de 100 millions de dollars. Melissa a été reconnue leader émergente du jeu, figurant parmi les 40 moins de 40 ans distinctions de Global Gaming Business, Innovation Group, International Association of Gaming Advisors et conseiller réglementaire. Elle a également reçu le prix Patty Becker Pay It Forward. Melissa anime Executive Connect, plateforme et podcast sur des stratégies de leadership alternatives. Le podcast présente des dirigeants, entrepreneurs et experts de divers secteurs. Elle participe à plus de 20 conférences par an et accompagne équipes et individus sur la croissance des entreprises, le leadership et la cybersécurité. Melissa a fondé le Young Non-Profit Professionals Network, à Austin, et elle est maître négociatrice Keras ainsi que coach exécutif C4. Elle siège à plusieurs conseils consultatifs et fait du bénévolat auprès d'organisations comme Global Gaming Women, la Société des femmes ingénieurs, l'Association américaine des ingénieurs civils, le Conseil technologique d'Austin, Austin Women in Technology, Toastmasters International, Ballet Austin, l'École du Texas pour les aveugles et malvoyants, la Junior League à Austin, Las Vegas et Reno depuis plus de 15 ans. Melissa Arskog, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Et je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter dans notre émission. Vous avez, je dirais, un profil hors du commun parce que vous avez de nombreuses expertises différentes et une énergie formidable, mais aussi un niveau d'expertise qui s'étend dans de nombreuses directions. Donc, j'aimerais commencer par mettre en avant un peu, si je remontais quelques années en arrière et que vous pensiez à ce que vous faites aujourd'hui. Quels ont été les domaines ou les éléments qui vous ont mené à cette carrière et quels sont les moments qui vous ont permis de devenir un expert mondial en ingénierie dans les secteurs de la technologie et de la cybersécurité?
Oui, absolument. Je suis vraiment ravie d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité à discuter avec vos auditeurs aujourd'hui. Ma carrière a commencé de manière très peu conventionnelle. Je suppose que j'ai tracé mon propre chemin. Mon premier emploi était vraiment dans la banque. J'ai gravi les échelons dans ce secteur. Et puis, après avoir obtenu mon diplôme en génie civil et environnemental, j'ai travaillé comme ingénieur en conception de ponts, conception environnementale, hydraulique et hydrologie. Et puis, assez drôle, une amie m'a demandé de postuler pour un emploi dans une autre société d'ingénierie. Donc, j'ai fait ce que je pensais être postulé pour cette société d'ingénierie. J'ai postulé au poste que j'occupe actuellement dans l'industrie des jeux de casino. Donc, j'ai toujours trouvé ma voie où je me suis toujours sentie très intéressée par la technologie. Mais je pense que l'ingénierie m'a donné des bases très solides pour la pensée systémique et la réflexion technologique, ainsi que pour résoudre des problèmes complexes. La technologie évolue très vite aujourd'hui et donc, je pense que cela m'a vraiment donné un avantage de commencer ma carrière dans l'ingénierie, puis de tirer parti de ma personnalité de vendeuse pour m'aider à faire le lien entre le fait d'être une technologue et celui d'être une personne extravertie. Donc, ce parcours a été très intéressant pour moi. Et je suis dans l'entreprise depuis presque 14 ans et j'ai occupé différents postes au sein de l'organisation depuis que j'y suis. Donc, tu es une femme dans la tech, une femme dans la tech, et tu as, je dirais, une vue d'ensemble fantastique avec une perspective très technique. Bon, je voudrais approfondir la première question. C'est quelqu'un d'autre qui t'a amené à entrer dans cette industrie. Qu'est-ce que ce serait pour un jeune qui nous regarde et nous écoute? Quel a été le moment où j'ai décidé d'aller en ingénierie, d'aller en cybersécurité, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit au fil du temps et à différents moments? Mais c'est une excellente question. Si je me suis retrouvée en ingénierie, c'est parce que j'étais vraiment douée en maths et en sciences. Et alors que j'allais aux toilettes, un homme très bien habillé m'a demandé, Et tu es doué en maths? Ouais, j'ai répondu que oui, je suis doué en maths. C'était le doyen de la faculté d'ingénierie d'une université. Je n'avais même pas pensé à postuler là-bas. Donc, j'ai postulé pour ce poste à l'université et j'ai fini par l'obtenir. Donc, ce que je dirais aux plus jeunes aujourd'hui, c'est que la technologie est un domaine vraiment fascinant. Ça s'améliore constamment, nous innovons en permanence. Si on ajoute l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique s'améliore tellement que c'est une industrie vraiment passionnante, peu importe ce que vous aimez, que vous soyez artiste, marketeuse ou ingénieur. Je pense que la technologie a une place pour tellement de personnes différentes et de parcours variés. C'est très impressionnant et tout commence à l'université. J'aime toujours observer les moments qui évoluent, surtout aujourd'hui où nous vivons une époque en constant changement. Donc, en tant que vice-président mondial de Bulletproof, vous avez eu plusieurs tâches différentes et votre rôle consiste à soutenir les principales organisations de jeux et de loteries. Donc, j'aimerais dire que c'est quelque chose d'assez important parce que, bien sûr, si quelqu'un agit, surtout avec ce genre de grands acteurs, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de risques, de protection des données, beaucoup de choses. Alors, parlez-nous un peu de ce processus d'abord, parce que j'aime toujours démystifier pour les personnes qui nous écoutent ce qu'il faut pour tout d'abord s'intéresser à la cybersécurité et à l'ingénierie et soutenir les principales organisations de jeux et de loterie, mais aussi les défis auxquels nous faisons face en général quand il s'agit de ce type de travail que vous faites chez Bulletproof. Oui, absolument. Bulletproof est la branche technologique de Gaming Laboratories International, certifiant les équipements de jeux électroniques dans le monde entier. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que le secteur du jeu est un environnement à très haut risque. Je dirais que c'est l'une des industries les plus réglementées qui existent actuellement. Et quand je regarde l'ensemble du secteur, on touche aux paris sportifs, aux hippodromes, aux courses, aux casinos terrestres et à tout un tas de types d'industries différentes. Mais pas seulement ça, il y a aussi la banque et la crypto est de plus en plus populaire dans le jeu vidéo.
Donc, on ne protège pas seulement les données, on protège la confiance, on protège les revenus et le fonctionnement du casino, ce qui est très particulier. Et il est très important de maintenir l'organisation en activité pour qu'elle puisse collecter cet argent via les machines à sous, les paris ou peu importe le produit de jeu. Donc, l'un des plus grands défis de l'industrie est vraiment de rester à l'écart et en avance sur toutes ces attaques et menaces sophistiquées, tout en s'adaptant aux exigences réglementaires uniques. Chaque juridiction dans le monde, nous en testons pour 475 d'entre elles, toutes ont des réglementations, des règles et des exigences différentes. Donc, si vous êtes une entreprise qui souhaite aller, vous savez, dans quelques-unes d'entre elles, c'est une chose, mais pour une entreprise visant des centaines de clients, c'est différent. Donc, il s'agit vraiment de s'assurer que l'industrie est sûre, sécurisée, certifiée et protégée, non seulement contre, vous savez, ce qu'on appellera les personnes mal intentionnées, mais aussi de veiller à ce qu'ils soient conformes à toutes les normes réglementaires auxquelles ils seront confrontés. Car il ne s'agit pas seulement des normes du secteur du jeu, ils peuvent aussi être concernés par la conformité Health Insurance Portability and Accountability Act pour la santé, car la tribu possède un établissement de santé, ou par la norme Payment Card Industry s'ils acceptent les cartes de crédit. Donc, il y a beaucoup de réglementations différentes. Ce n'est pas seulement le jeu d'argent. Donc, Bulletproof fait partie, comme vous l'avez mentionné, de Gaming Laboratories International. Gaming Laboratories International, qui est une organisation majeure, comme vous l'avez dit, qui couvre de nombreux aspects du secteur du jeu. Le secteur du jeu est déjà immense. On parle de 4,5 milliards de personnes qui jouent à des jeux chaque jour. Dans les jeux, il existe divers domaines comme la confidentialité des données, les données comportementales et la protection des cartes de crédit ou de débit. Beaucoup de choses sont en jeu, ainsi que de nombreux secteurs différents, comme tu l'as dit. Je dirais qu'après 10 ans avec cette organisation, selon mon expérience, quelle serait la leçon la plus marquante que tu as tirée de cela? Et surtout, tu as plus de 475 juridictions. Il y a un énorme aspect, non seulement de complexité autour de la technologie, de la cybersécurité, mais aussi du droit et de nombreuses variations différentes. J'aimerais entendre ton expérience et comment tu as réussi à jongler avec toutes ces choses qui sont assez complexes pour les personnes qui travaillent en coulisses. Absolument. J'ai tellement appris dans ce secteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'y reste. Et je plaisante. Quand j'ai commencé, je me disais, oh, je vais rester ici un an. J'apprendrai quelque chose de nouveau. Et ça fait presque 14 ans parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Je pense qu'au départ, la plus grande leçon que j'ai apprise tout de suite, c'est que ce qui fonctionnait dans un État, comme ce qui fonctionnait au Michigan, ne fonctionnait pas au Wisconsin. Et ce qui fonctionnait en Europe ne fonctionnait pas dans d'autres pays. Tout était très différent. Donc, il faut vraiment comprendre non seulement l'endroit où le jeu se déroule, mais aussi leurs besoins culturels. Mais tu sais, ce qu'ils aiment jouer, ce qu'ils n'aiment pas jouer, qui sont les personnes qui jouent. Cela m'a appris dès le début que ce qui marche dans une région peut échouer ailleurs. Et vraiment, la plus grande leçon que j'ai apprise ces dernières années, c'est que l'innovation doit aller de pair avec l'intégrité. Sinon, votre marque manquera de confiance et de respect. Donc, très souvent, j'ai vu des gens faire beaucoup de choses formidables grâce à l'innovation, mais négliger l'intégrité et parfois, vous savez, ils bâclent les choses pour économiser de l'argent. Mais j'ai vu de mes propres yeux à quel point cela a vraiment nui à certains casinos, nui à certains fournisseurs. Et sans ces partenariats réglementaires solides, une communication claire et un engagement envers l'équité, cela aide vraiment à faire avancer l'industrie. Mais il faut de l'intégrité. Et il faut faire ce que l'on dit au moment où on le dit, que l'on soit un casino qui parle à un joueur, un fournisseur qui vend à un casino ou un laboratoire de test qui teste pour les fournisseurs. L'intégrité et l'innovation doivent aller de pair. Vous touchez à quelque chose de très important parce qu'au final, lorsqu'il s'agit de ce genre d'activité ou de toute activité en ligne, il y a énormément de sensibilité à prendre en compte.
mais cela devient incroyablement plus important à mesure que l'on entre dans les réseaux sociaux très médiatisés 24h sur 24 et 7G sur 7, alors que l'intelligence artificielle prend en charge la plupart de nos activités. Et aussi, nous avons beaucoup de couches. Donc, vous êtes un leader d'opinion, vous avez repensé les choses et êtes aussi un excellent communicateur. Donc, en tant que leader d'opinion, vous lancez un podcast et vous dirigez un podcast qui aborde beaucoup de ces différents sujets. Et aussi, je sais qu'il y a un livre qui arrive. Alors, parlez-nous de la façon dont vous mettez ce travail en pratique en tant que technologue et en tant que dirigeant d'une entreprise technologique, en pensant à cela et en le reflétant, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et l'une des choses que je veux aborder pour notre public, surtout au fur et à mesure que je parle avec des personnalités du capital risque, et bien sûr, j'ai reçu 400 personnes dans cette émission de podcast. Euh, L'un des défis que je constate, c'est qu'il y a des niveaux d'expertise que vous avez et que je n'aurai pas. Et nous apprenons tous les uns des autres. Mais ensuite, le défi, c'est que je suis sorti de ce niveau d'expertise. 99% des gens comprennent ce que vous faites. Je voudrais voir comment utiliser le podcast, ton expérience et le livre à venir pour toucher un public et s'assurer que les gens s'en servent et apprennent l'éthique, la technologie, la culture numérique, la culture de l'intelligence artificielle et la fracture de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Oui, c'est une excellente question. Et je pense que l'un des points sous-jacents, si je reviens à ce dont nous parlions au début, c'est que lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai connu beaucoup de succès très jeune. J'ai eu beaucoup d'opportunités de faire de grandes choses pour mon âge, mais je dirais que je n'avais pas les astuces de vie. Je n'avais pas eu les astuces ni la connaissance de ce qu'était le syndrome de l'imposteur ou de la peur de prendre la parole lors d'une réunion ou toutes ces petites choses là, qui semblaient si basiques. Mais au fur et à mesure que nous avançons et que nous traversons notre vie, tu as mis le doigt dessus. Nous ne sommes pas experts en tout. Et peut-être qu'au début de ta carrière, tu n'as pas peur, mais à mesure que tu dois jongler avec plus de choses et que tu as plus de responsabilités et que tu deviens président, directeur général d'une entreprise, tu as encore plus de responsabilités. Et donc, ce que je constatais en travaillant avec des cadres, des chefs d'entreprise et des fondateurs, c'était des choses comme le syndrome de l'imposteur, la peur et la compréhension de l'endroit où investir leur argent. Tous ces sujets revenaient sans cesse. Comment puis-je construire ma marque? Comment puis-je développer mon réseau? Pour moi, c'était assez choquant. Je me disais, attends, tu sais, je les voyais comme des mentors et je me disais, attends, comment se fait-il que tu aies du mal avec ça? Tu sais déjà tout ça. Et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens me posaient sans cesse les mêmes questions. Donc, ces sujets sont devenus ce dont je parlais dans mon podcast. Donc, si d'anciennes personnes me demandaient comment avoir du courage ou, tu sais, à quoi ça ressemble d'apprendre l'intelligence artificielle ou de comprendre l'intelligence artificielle, j'en parlais dans mon podcast, que ce soit apprendre à gérer une affaire en solo, lever des fonds ou gérer ses impôts. Et j'ai abordé une grande variété de sujets. Donc, le fil conducteur pour moi, c'était de partager des astuces de vie et des raccourcis pour que les gens n'aient pas à apprendre à travers ce que j'appelle, tu sais, la taxe de la bêtise, parce que j'ai dû payer cette taxe de la bêtise de nombreuses fois dans ma vie. J'ai dû faire l'erreur une fois et apprendre de ça. Donc, j'espérais pouvoir partager cette connaissance. Tu sais, mon objectif à chaque podcast, c'est vraiment juste de partager avec une personne et d'améliorer la vie d'une personne. Et puis le livre, j'ai écrit le livre. La première partie s'appelle Femmes de la Renaissance. Nous finalisons actuellement la dernière partie avec notre éditeur. Mais le livre propose une nouvelle façon de voir le leadership et il intègre aussi la manière dont j'ai été élevée et dont j'ai grandi. Aller à l'école, trouver un bon travail, se marier, acheter une maison et avoir des enfants. Et la façon dont j'ai vécu ma vie, ainsi que beaucoup de femmes cadres supérieures de mon entourage, est très peu traditionnelle. Donc, nous ouvrons la discussion et nous analysons à quoi ressemble la vie à l'ère moderne, où les gens ont des enfants plus tard, ou n'en ont pas, ou n'achètent pas de maison. Donc, nous analysons tout cela et pourquoi il est normal de ne pas avoir toutes les réponses et de simplement avoir besoin de vous là où vous en êtes dans votre carrière.
Je pourrais partager plus de détails plus tard, mais c'est vraiment le fil conducteur du podcast et du livre. À ce niveau-là, je pense que tu touches à quelque chose de très important. C'est comment nous faisons. D'abord, comment démystifier ces choses. Je pense qu'il y a un vrai problème avec le contact. Et par exemple, surtout les domaines que tu abordes en tant que professionnel et même en tant que leader d'opinion, parce que la cybersécurité est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde entier, car nous sommes tous sur des appareils numériques, la plupart de l'humanité, de nos grands-parents à nos enfants. Et il y a beaucoup de couches. Et bien sûr, quand il s'agit des industries que tu touches, comme le jeu vidéo, les loteries et ainsi de suite, cela devient encore plus sensible. Pour ce travail, ton entreprise collabore étroitement avec l'Association de sécurité intelligente de Microsoft. J'aimerais aborder ce sujet parce que je pense que tout d'abord, si tu pouvais nous parler de ce travail et de cette collaboration, mais aussi j'aimerais savoir comment tu vois le rôle de façonner le présent et l'avenir de la cybersécurité et comment tes solutions et ton travail en tant que leader d'opinion, en tant que leader de l'industrie peuvent s'aligner avec ces innovations. Et surtout, je pense que le défi est de savoir ce que nous pouvons faire pour éviter cela. Parce que bien sûr, comme tu l'as dit, un seul acte dans l'un de ces jeux ou dans l'une de ces organisations peut causer beaucoup de dégâts, pour ne pas dire plus. Donc, il y a aussi beaucoup de pression. Mais j'aimerais contextualiser cela. Oui, absolument. Tu sais, ben, il y a quelques années, Microsoft n'était pas considéré comme une entreprise de sécurité, n'est-ce pas? Et Microsoft n'est pas seulement un fournisseur de technologie. C'est un moteur d'innovation dans le domaine de la sécurité. Et donc, ils ont investi dans des domaines comme le renseignement sur les menaces, les cadres de confiance zéro et les défenses alimentées par l'intelligence artificielle. Et donc, ce sont des choses comme, et vous savez, j'habite maintenant à Austin, au Texas. Si je suis à Londres, dois-je vraiment y être? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en activant l'intelligence artificielle, elle peut apprendre à connaître l'utilisateur sur l'ordinateur, ce qu'il fait, quand il travaille et comment il travaille. Cela contribue vraiment à sécuriser votre environnement. Elle alerte les organisations dotées d'un centre des opérations de sécurité utilisant ces outils en cas d'anomalie. Et chez Bulletproof, nous mettons en œuvre les technologies Microsoft, mais nous ajoutons également une expertise approfondie dans l'industrie des jeux de casino. Donc, je voudrais en parler un peu plus. Donc, pour revenir ici, parce que je pense que l'une des choses, quand on parle de cybersécurité, c'est de définir la cybersécurité. Et bien sûr, il y a beaucoup de mythes ici parce qu'il y a tout d'abord beaucoup d'actualités sur, d'accord, la société A a été attaquée, la société B a été attaquée, la société C a été attaquée. D'accord, toutes ces données sont désormais disponibles. Nous savons bien sûr que le dark web devient un sujet bien plus sensible, donc je préfère ne pas trop m'y aventurer. Mais pour les personnes qui nous écoutent, et bien sûr, vous touchez une industrie qui concerne des millions de personnes et des milliers d'entreprises. Comment voyez-vous ce défi auquel nous sommes confrontés actuellement en matière de cybersécurité et face à toutes les menaces qui évoluent rapidement? Et j'aimerais aussi aborder un peu la question des organisations, surtout dans votre secteur, selon vous, que doivent faire les organisations pour relever ce défi? Et plus précisément pour les personnes qui nous écoutent, je pense que l'assurance dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin d'assurance, et en fait, l'économie et les affaires reposent normalement sur la crédibilité de la confiance. La confiance est donc essentielle. Oui, et vous savez, je pense que je le dis depuis des années, ce n'est pas une question de savoir si, mais de savoir quand. Et je sais que beaucoup de gens ont, vous savez, pris ça à la légère ou ne s'en inquiètent pas. Et ils pensent, d'accord, ça ne va pas nous arriver. Ou si ça nous arrive, on s'en occupera à ce moment-là. Et cette attitude ne fonctionne plus du tout. Alors, que peuvent faire les gens? Donc, vous savez, les particuliers, les gens qui s'inquiètent pour leur propre sécurité et leur foyer, des choses comme s'assurer qu'ils ont des mots de passe robustes, s'assurer que lorsqu'ils reçoivent un appel téléphonique qui les appelle et dit «Bonjour, est-ce que c'est Jean?» alors que ce n'est pas le téléphone de Jean, ils ne leur donnent pas d'informations. Ils ne devraient pas. Ils ne cliquent pas sur des choses dans leurs emails qui n'ont pas de sens. Recevriez-vous une carte cadeau de $10 000 quelque part? Donc,
Réfléchir avant de cliquer est vraiment l'une des choses que nous devions nous apprendre. Et quand nous nous connectons à des sites, il faut s'assurer que ces mots de passe sont mis à jour régulièrement et que ce n'est pas mot de passe 1, 2, 3, 4 et que c'est un mot de passe qui est, vous savez, on disait 8 caractères, puis on disait 12 caractères et maintenant on dit 16 caractères et que ce n'est pas, vous savez, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais un vrai mot de passe avec des majuscules, des minuscules, des points d'exclamation et qu'ils sont difficiles à pirater et vraiment changer tous vos mots de passe à cet endroit-là. Mais quand il s'agit d'entreprise, former vos employés est tellement important. Et je sais que beaucoup de gens ont dit au fil des années, oh, eh bien, nos employés ne sont pas assez intelligents pour comprendre cela. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense que tous les employés ont des téléphones portables de l'entreprise, ils ont des ordinateurs de l'entreprise et ils ont beaucoup d'informations importantes, la propriété intellectuelle de l'entreprise, des informations sur l'entreprise et tout cela doit être protégé. Donc, il faut d'abord les former, s'assurer qu'ils sont bien formés, qu'ils comprennent et qu'ils réalisent que leur président directeur général n'envoie pas d'email à 2 heures du matin pour leur demander d'aller acheter, vous savez, 20 000 dollars de cartes cadeaux Starbucks et ça s'appelle du phishing. Donc, ce sont des emails de phishing où des personnes vous envoient un email en espérant que vous cliquiez sur quelque chose pour effectuer une action, comme réinitialiser votre mot de passe Microsoft ou réinitialiser n'importe quel mot de passe. Et donc, à l'inverse, il y a les appels téléphoniques. Donc, vous savez, l'ingénierie sociale, c'est quand quelqu'un appelle et essaye de manipuler socialement pour obtenir plus d'informations et ainsi ils peuvent accéder à ce à quoi ils essaient d'accéder. Il est essentiel de former vos employés et de mettre en place un plan. J'ai rencontré des personnes avec des plans de réponse aux incidents qu'elles n'ont jamais consultés. Et alors, leur compagnie d'assurance leur a demandé d'en préparer un, mais ils n'ont jamais mis le plan en pratique et ils ne le mettent qu'au pas à jour. Donc, ce n'est pas vraiment un plan fonctionnel. Donc, il faut clarifier ce que vous essayez de protéger, clarifier quel est le plan, mettre le plan en pratique, puis tester le plan. Et tout cela a un coût. Donc, avant tout, il faut vraiment établir un budget. Nous allons allouer cette somme à la cybersécurité. Après avoir alloué l'argent, avancez progressivement selon vos possibilités. Peut-être tout que ce projet est pour cette année et un autre pour l'an prochain. Mais faire un peu, c'est mieux que de ne rien faire parce que j'ai vu dans notre secteur, vous savez, un casino se faire attaquer. Et puis, à quelques kilomètres de là, un autre casino. Et puis, à quelques kilomètres de là, il y en aurait un qui, vous savez, ne serait pas attaqué. Et le quatrième casino le serait. Et le troisième casino ne l'a pas été parce qu'il avait, vous savez, certains outils de sécurité en place et ils n'ont pas pu arriver là où ils voulaient assez rapidement. Alors, ils sont simplement passés au suivant. Donc, je veux aborder ce point ici. Tu as abordé la chose la plus importante. Par exemple, les gens. Comment devons-nous nous comporter? Chacun de nous, parce que je parle aussi pour moi-même, comment te comportes-tu avec ta cybersécurité personnelle et ton identité numérique? Parce que je pense que ce qui se passe en ce moment devient beaucoup plus sophistiqué, car maintenant, nous avons des humains et des agents d'intelligence artificielle qui interagissent. Beaucoup utiliseront des agents d'intelligence artificielle comme des malwares ou ransomware. Donc, j'aimerais, puisque tu as mentionné par exemple les casinos ou les sociétés de jeux, le travail qu'ils font pour atténuer ce risque. Donc, peux-tu utiliser tout d'abord une étude de cas? Parfois, c'est du bon sens, comme tu dis, d'éviter des mots de passe comme 1, 2, 3, 4. J'ai travaillé dans de grandes organisations où on finit par utiliser 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, car les gens veulent aller vite. Et c'est assez compliqué, bien sûr, parce que parfois on oublie le mot de passe, parfois on mélange tout ça. Mais aussi, par exemple, l'un des plus grands défis qui se pose, même pour moi et pour mon public, je pense que c'est bien de partager cela, c'est par exemple les plugins sur les sites web. WordPress couvre 40% d'Internet et récemment, certains plugins ont infecté des milliers de sites. Oui, il y a beaucoup à contextualiser. Par exemple, j'utilise souvent l'étude de cas des Panama Papers qui ont eu lieu surtout parce qu'une organisation au Panama utilisait un site web très basique, ce qui a facilité l'action. Donc, j'aimerais d'avoir votre avis là-dessus.
Et surtout, ben, vous êtes dans un secteur très sensible parce que vous traitez des données, ben, c'est du divertissement. Comme on dit, de tout ce qui se passe à Las Vegas reste là-bas, mais aussi sur Internet. Donc, j'aimerais vous entendre aller dans cette direction. Oui, j'adore que vous ayez dit ça. J'ai grandi à Vegas, donc c'est drôle, ça ne part jamais vraiment, mais c'est vrai. Je pense que vous savez, j'ai eu récemment une cliente qui avait un site web et toutes les personnes qui allaient sur ce site faisaient des choses, mais en réalité, ce n'était pas vraiment leur site web. C'était la page d'atterrissage d'une autre personne qui captait des clients potentiels et collectait les informations des visiteurs du casino. Il saisissait une réponse pour une carte de récompense, réservait un hôtel, tout ce qu'on trouve sur le site, mais ce n'était pas le vrai site de l'établissement. Il a été pris en main par quelqu'un d'autre. Donc tu as raison, tu as tout à fait raison. Ça ne devient pas plus facile et ce n'est pas plus sûr non plus. Alors, que pouvez-vous faire? Je dis, fais confiance, mais vérifie. Alors, trouvez les bons partenaires, faites confiance à vos employés, mais vérifiez que tout a été fait correctement parce qu'il suffit d'une toute petite chose qui peut arriver pour qu'un potentiel hacker puisse s'infiltrer dans une organisation. Donc peut-être que le Wi-Fi est vraiment, vraiment, vraiment sécurisé au casino, mais ils ont des ports ouverts sur le mur qui se branchent sur un système de comptabilité des machines à sous. Quelqu'un pourrait facilement se brancher au mur. Et peut-être que cela a simplement été oublié par accident parce que quelqu'un déplaçait un kiosque dans le casino et qu'il a oublié, vous savez, de couper cette connexion. Mais je pense que ce sont ces petites failles, vous savez, qui se produisent et qui sont plus faciles à exploiter. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle, il y aura plus de deepfake, plus de fraude synthétique, plus d'attaques automatisées. Nous devons instaurer des défenses plus intelligentes et les tester. Donc, une fois que nous avons mis en place les outils, ils doivent être testés et ils doivent l'être régulièrement. Je sais qu'il y a plusieurs années, on parlait de faire un test de pénétration. Et vous savez, dans l'esprit de certains clients, si vous faisiez un test de pénétration, cela voulait dire que vous étiez en sécurité si les vulnérabilités n'étaient pas trop graves. Je dirais que cette époque est un peu révolue. Se contenter d'en faire un et de l'oublier, c'est vraiment terminé. Nous entrons maintenant dans une phase où les organisations doivent tester régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an. Il s'agit de faire appel à une organisation qui comprend la cybersécurité et qui peut vous aider à gérer les évolutions et les changements. Parce que c'est un lourd fardeau pour les personnes et les organisations qui gèrent des départements informatiques. Par exemple, si c'est un grand casino et qu'ils n'ont qu'une petite équipe informatique, ils font beaucoup d'autres choses comme l'intégration et le départ des employés, l'aide à l'infrastructure et tout ce qui concerne l'informatique. Et donc, ils n'ont pas autant de temps à consacrer, par exemple, aux campagnes de phishing ou à tester vos employés. Ils n'ont pas le temps de faire, vous savez, des analyses régulières de leur environnement. Il vaut donc mieux internaliser et externaliser une partie dès maintenant. Trouvez un partenaire qui peut vous aider à comprendre ce que vous avez, puis à le tester en continu pour vous, pas seulement une fois par an, mais peut-être chaque mois, voire chaque trimestre, selon votre budget. Ouais, c'est un élément clé. J'espère que tout le monde écoute et prend cela au sérieux, car quand cela arrive, c'est énorme et perturbe tout. Donc, l'une des choses sur lesquelles vous avez travaillé, bien sûr, lorsque vous avez cette énorme responsabilité d'être à la tête de la cybersécurité pour de grandes organisations, c'est l'innovation. Donc, je suis sûr que vous recevez tous les meilleurs et les pires cas d'études. Et d'après votre expérience, je suis sûr que vous avez aussi rencontré des cas assez extrêmes. Je dirais qu'il y a eu des accidents ou des incidents vraiment fous et parfois des négligences. Donc, pour finir, j'aimerais que vous puissiez évoquer une étude de cas où les choses se sont vraiment très mal passées. Je souhaite aborder ces études de cas tout en respectant la confidentialité, même de façon générale. Et deuxièmement, comment pouvons-nous innover? Le défi actuel, c'est l'innovation, notamment en intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Vous avez mentionné les deepfakes. Les ransomwares prennent de l'ampleur, générant des milliers de milliards de dollars.
Un point que je souhaite aborder, surtout lié à votre domaine, c'est que lorsque vous jouez ou vous détendez, nous avons tendance à... De nombreux films illustrent cela bien mieux que je ne saurais le dire. Vous pouvez vraiment devenir une autre version de vous-même en jouant ou bien en faisant ces choses. Donc parfois, il y a aussi une grande question sur à quel point vous vous exposez, parce que même si vous êtes devant n'importe quel appareil, il y a de plus en plus une intégration de capteurs, une intégration de données qui sont transférées, que cela vous plaise ou non. Donc, j'aimerais voir l'innovation autour de tout cela et aussi comment nous nous protégeons, ainsi qu'un exemple potentiel de ce qu'il ne faut pas faire en dehors des mots de passe catastrophiques. Ouais, et je pense que, tu sais, toi et moi sommes animatrices de podcast et nos voix sont diffusées partout. Et tu sais, il est facile de créer une vidéo où ce ne sont pas toi et moi et de lui faire dire n'importe quoi, tu sais, d'appeler nos proches ou les membres de notre famille et de leur dire que, tu sais, nous sommes retenus en otage ou peu importe la situation. Ces histoires sont vraiment effrayantes, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont reçu des appels et qui ont transféré de l'argent parce que elles pensaient que leur petit enfant était retenu en otage quelque part. Elles ont donné de l'argent à quelqu'un pensant que c'était pour leur petit enfant, mais ce n'était pas vrai. Et c'est la même chose dans le secteur. Vous savez, des casinos de taille respectable, vous savez, leurs employés faire visiter un pirate informatique sur la propriété, jusque dans leurs endroits les plus importants des endroits du casino et leur montrer différentes parties du casino. Et ce n'était pas un cadre au téléphone. C'était un véritable pirate informatique qui avait créé une image du cadre et donc la personne au téléphone. La personne du service d'assistance croyait parler au directeur du casino, mais ce n'était pas lui. Il parlait à quelqu'un d'autre. Donc, ces histoires sont réelles, elles sont vraies, et elles ne sont pas toujours partagées parce que dans notre secteur, c'est un milieu très protégé. Il y a beaucoup de régulations, beaucoup de politiques, et personne ne veut partager ce qui s'est passé dans ces casinos avec les autres. C'est donc dommage que les casinos ne puissent ne pas collaborer. Mais j'ai tellement d'histoires, je ne sais même pas laquelle choisir. Celle-ci m'est venue à l'esprit. Mais pour ce genre d'histoire, est-ce que tu en veux à l'employé? L'employé essayait-il simplement d'aider le directeur du casino à résoudre un problème? Mais est-ce qu'ils étaient informés? Est-ce que leur service informatique, leur service des ressources humaines ou l'un de leurs logiciels de formation leur a appris quoi faire dans une telle situation? Nous avons vu beaucoup de ces situations se produire, de l'ingénierie sociale dans l'industrie du jeu vidéo, et cela ne ralentit pas. Et donc, c'est vraiment important de faire, comme je le disais, cette formation. Et même si, vous savez, les gens ont l'impression que nous allons tous être, vous savez, remplacés par des bots d'intelligence artificielle, il est quand même important de former les personnes parce que parfois, ce sont elles qui détiennent le plus d'informations sur les secrets de votre organisation. Oui, et je pense que j'aime ce que tu as abordé parce que je pense que les gens ne prennent pas assez au sérieux tout ce qui concerne notre identité et la compréhension de cela. Je pense que c'est très facile. Par exemple, j'ai eu, et je peux partager cela avec notre public, c'est que j'ai eu plusieurs escrocs qui créent des sites web entièrement faux d'un des sites web de notre groupe d'entreprise. Par exemple, le problème quand c'est arrivé, c'est que des gens m'ont contacté. J'ai perdu dans un cas, une personne a perdu près de 100 000 dollars et j'étais choqué, bien sûr. Mais le problème, c'est que pouvez-vous faire? Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de poursuivre, par exemple, plusieurs organisations internationales. Et il est très difficile de faire tomber ces organisations. Même sur Facebook et Instagram, deux personnes prétendent encore être moi, alors que j'ai un compte vérifié avec 1 million d'abonnés. C'est uniquement sur Instagram. Le défi est donc de gérer cela, surtout avec les organisations, mais cela devient beaucoup plus sensible lorsqu'il s'agit de nos données personnelles et surtout si vous jouez, si vous allez dans un casino, si vous êtes avec vos amis, si vous buvez un peu trop ou faites quelque chose que parfois vous ne faites pas au quotidien. Et je pense que cela va probablement être le plus grand défi à l'avenir parce que cela va probablement être décuplé. Et cela m'amène à une autre question que je voudrais aborder avec vous à ce sujet.
Donc, vous travaillez également avec des organisations comme Global Gaming Women et la Société des femmes ingénieurs. Je trouve ces organisations essentielles et en plus, elles soutiennent la diversité et la technologie, mais en même temps, elles soutiennent l'idée d'inclure les femmes dans des rôles de direction, ainsi que beaucoup d'apprentissage et d'échanges entre différents acteurs et personnalités. Donc, j'aimerais que vous mettiez en avant ces organisations en particulier et d'autres initiatives que vous menez pour notre public, surtout pour inciter les gens à s'y intéresser et à s'y engager. Oui, absolument. Et je vais vous ramener au début de ma carrière. Au début de ma carrière, j'ai souvent été entourée d'hommes, que ce soit en banque, ingénierie ou jeux vidéo. Et pour moi, c'était tout à fait normal. Je ne voyais pas ça comme quelque chose de bien ou de mal. C'était juste comme ça. Et puis après, il y a eu certaines organisations qui m'avaient fait remarquer qu'il y avait ce pourcentage de femmes dans ces domaines. Et vous savez, la Société des femmes ingénieurs, vous savez, parlait du nombre de femmes qui sont ingénieurs. Quand j'étais à l'école, il n'y avait que quelques femmes qui étaient en école d'ingénieurs. Et donc, c'est drôle, j'ai été présidente de la Société des femmes ingénieurs. Mon conseil d'administration était composé uniquement d'hommes. Il y avait moi et une autre femme, et tous les autres étaient des hommes, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes pour occuper les sièges du conseil ou qui voulaient y siéger. Et donc, ces organisations font vraiment un travail très impactant, et ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes. Il s'agit d'avoir les deux points de vue autour de la table, parce que nous nous améliorons mutuellement. Les faiblesses des hommes sont parfois les forces des femmes et les faiblesses des femmes sont parfois les forces des hommes. Et ensemble, nous construisons de meilleures entreprises, nous créons de meilleures communautés et nous bâtissons un monde meilleur. Et donc, en s'impliquant dans des organisations comme Femmes mondiales du jeu, la Société des femmes ingénieurs, Femmes en technologie d'Austin, la communauté Chief, tous ces groupes de femmes dont je fais partie, les leaders émergentes du secteur du jeu, tout cela vise à aider les femmes à mieux communiquer, à développer davantage leur courage, à prendre leur place de façon positive, sans nuire à l'organisation, à apporter une perspective différente et à vraiment les valoriser pour qu'elles puissent faire le bien dans les entreprises où elles travaillent et dans le monde dans lequel elles vivent, comme je l'ai dit. Ah oui, je suis un grand fan de cette organisation et j'ai beaucoup appris avec eux. Et je pense, comme tu l'as dit, en tant que père d'une jeune fille ou d'un jeune enfant, je comprends à quel point c'est complexe. Et aussi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais peut-être te provoquer un peu, c'est que en plus d'être bien sûr une femme dans la tech et aussi dans la cybersécurité, ce qui est vrai, tu diriges en fait des tâches assez complexes et très sensibles. Tu es aussi un excellent communicant, donc tu as réussi à l'imposer. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que les jeunes rencontrent des difficultés. Tout d'abord, il y a une grande division entre les personnes qui étudient les maths ou les sciences et celles qui étudient les sciences humaines ou des domaines plus liés à la langue et à la culture. Et les universités sont vraiment en train de creuser un grand fossé, je dirais, parce que celles qui ne sont pas dans la technologie ne prennent pas en compte la puissance de l'intelligence artificielle ou craignent de passer à côté. Et puis, il y a ceux qui adoptent, oui, mais il y a un grand défi. Comment allons-nous faire avancer cela? Et surtout en ce qui concerne l'intégrité numérique, je pense que le vrai défi, c'est que les gens n'ont vraiment aucune idée. Cela m'amène donc à la question. Donc, en tant que leader, un leader du secteur, vous observez et étudiez la montée de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de la blockchain. Vous avez parlé de la crypto, mais la blockchain et l'industrie des contrats intelligents sont aussi essentielles. Et par exemple, une chose très simple, la plupart des gens que je connais, si vous êtes dans la crypto, la plupart des choses en crypto, tout ce que vous pouvez voir qui est dans le registre, mais les gens ignorent comment faire. Mais toutefois, avec la montée de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, comme vous l'avez dit, de nombreux agents intelligence artificielle vont transformer notre façon d'agir. Donc, j'aimerais savoir comment vous voyez cela changer la prochaine génération. Et vous, en tant que leader, comment voyez-vous cela et votre rôle pour inspirer et aider les gens de ces domaines à devenir de meilleurs leaders, ainsi que les organisations avec lesquelles vous travaillez dans le monde entier, que ce soit avec des jeunes ou des leaders expérimentés?
Oui, j'adore cette question. Je pense que la technologie et l'intelligence artificielle, je ne crois pas personnellement qu'elles soient optionnelles. Je pense que tous doivent les utiliser. Que c'est comme n'importe quel outil qu'on utilise dans notre vie, comme notre voiture ou d'autres choses. C'est juste un autre outil qu'il faut utiliser. Je sais que chez moi, j'ai mes enfants qui utilisent l'intelligence artificielle pour les tester et les retester. Ce sont d'excellents élèves, mais pourraient-ils faire mieux? Parce que s'ils sont des élèves excellents aujourd'hui, ils vont devenir paresseux et se contenter de l'école. Alors nous utilisons la technologie pour leur enseigner davantage et leur poser de meilleures questions. Tous les enfants au Texas vont maintenant à l'école avec leurs ordinateurs portables et dans l'école de mes enfants, ils ont 4 options pour répondre à une question. Souvent, les enfants devinent, j'en suis sûre. Mais que feraient-ils sans réponse dans un choix à 4 options? Alors, nous faisons utiliser l'intelligence artificielle aux enfants. Donc, je pense que c'est vraiment important d'ajouter ça à votre boîte à outils et je pense que les meilleurs leaders avec qui j'ai travaillé sont profondément curieux et n'ont pas peur de l'innovation. Ils investissent dans les personnes, pas seulement dans les outils d'intelligence artificielle, et ils comprennent que l'intelligence artificielle doit exister avec les gens. Ce ne peut pas être uniquement l'intelligence artificielle, ni uniquement les gens. Mais j'apprécie les dirigeants qui intègrent cela dans leur culture en réunissant les gens pour qu'ils communiquent. Ce sont peut-être aussi des travailleurs à distance qui utilisent différents outils d'intelligence artificielle pour prendre des notes au travail. Mais je pense qu'il est vraiment important de ne pas avoir peur de ces outils et d'essayer de les utiliser car ils peuvent vraiment enrichir votre vie. Par exemple, je sais que pour moi, il m'arrive souvent de me demander qui a dit ça, d'où vient cette citation. Et je vais le taper dans, vous savez, ChatGPT ou Gemini, et il me dira qui est l'auteur de cette citation. Parce que nous oublions tous plus de choses que nous n'en retenons, surtout en vieillissant. Et donc, il est important d'utiliser ces outils, non pas pour nous priver de notre vie, mais pour l'enrichir ou, par exemple, m'aider à construire, à me montrer les meilleurs endroits à visiter à Londres quand je viendrai à Londres. Vous savez, souvent, il faut parcourir tout Internet pour trouver les meilleurs endroits, mais vous pouvez demander à ChatGPT. Je n'ai que 2 heures à passer à Londres. Quels sont les sites incontournables? Et il vous donnera les meilleurs sites à visiter à Londres. Alors, utilisez-le dans votre vie personnelle. Habituez-vous à l'utiliser. Des millions de personnes l'utilisent chaque jour. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est quelque chose vers lequel il faut vraiment s'engager. J'adore ça. Donc, ma dernière question, et je veux respecter votre temps. Donc, l'une des choses que vous faites, c'est que vous êtes une personnalité qui s'épanouit dans votre rôle au laboratoire de jeu ou à l'international. Pour vous développer votre influence de leader d'opinion avec votre podcast et vos interventions publiques. Oui, 5 minutes. Et donc, vous avez élargi votre rôle de leader d'opinion avec votre podcast et vos interventions publiques. Mais maintenant, vous l'êtes aussi. Votre travail stimule l'innovation, la cybersécurité, le leadership et le développement des affaires, tout en maintenant un fort engagement envers le mentorat et la communauté. Donc, je pense que c'est un point clé et j'ai une communauté qui m'écoute, j'aimerais conclure sur cette note. Comment agissez-vous dans ce domaine? Comment les gens interagissent-ils avec vous? Et comment gérez-vous ces responsabilités familiales? Oui, c'est la petite astuce que j'ai trouvée. J'ai l'impression d'avoir passé une grande partie de ma carrière à accumuler des connaissances et des outils. J'ai acquis tous ces outils au fil du temps grâce à la taxe de la bêtise, des erreurs ou mes réussites. Et maintenant, c'est vraiment à mon tour de changer la donne et de rendre l'appareil aux autres. Je considère cela comme un credo personnel de transmettre le bien. Je commence donc ma journée ainsi et je continuerai. Dites à tous vos dirigeants, je commence ma journée en me recentrant sur moi-même d'abord, toujours, chaque jour, sans exception, que ce soit 2 minutes, 5 minutes ou plus, parce que je dois aller bien intérieurement avant de pouvoir donner à ma famille, à mon travail, à ma communauté. Donc, prendre vraiment le temps de s'accorder le temps dont on a besoin pour se détendre, se ressourcer, faire de l'exercice et manger de bons repas. Et je le planifie. Tout est très planifié pour moi.
Nous avons tous 168 heures dans une semaine. Comment les utilisez-vous? Et parfois, je les planifie. D'accord, je voyagerai pour le travail pendant 40 de ces heures. D'accord. Oh, je dois passer plus de temps avec ma famille le week-end. Peut-être que je ne peux pas enregistrer un podcast, écrire dans mon livre ou faire mes activités habituelles du week-end. Et je dois vraiment me consacrer à ma famille. Et je pense que je ne crois jamais vraiment qu'il existe un équilibre parfait. Vous savez, un équilibre entre notre famille, un équilibre dans nos carrières. C'est juste une balance qui penche toute la journée, chaque jour. Et il faut simplement décider de quel côté elle penche et faire attention lorsqu'elle penche du mauvais côté. C'est vraiment essentiel. Et c'est vraiment spécial. Et je peux seulement tout d'abord vous féliciter pour votre travail fantastique. Pour nos auditeurs, Mélissa a beaucoup à vous apprendre. Et veuillez vous abonner à notre podcast et apprendre aussi avec cela, car je pense qu'il y a également des choses disponibles. J'apprends autant de toi, Mélissa, ici, que de beaucoup d'autres livres, ou parfois même de nombreux cours que je suis. Donc, c'est un élément clé pour moi. Alors, félicitations pour ton excellent travail. Ce fut un honneur de t'avoir ici. Et j'espère que notre public pourra apprendre beaucoup avec toi, comme j'ai appris avec toi pendant cette session et lors de beaucoup de nos discussions. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ce fut un plaisir.